Alors, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture linéaire 12 dont je vous fais la correction comme la dernière fois. Je vous ai envoyé il y a 2 jours, un peu tard, je le reconnais et j'en suis navré, un document avec le texte et des questions. Donc ce que je vous propose, c'est que j'ai repris le texte tel qu'il était présenté. J'ai séparé sur chaque page différente, les parties du mouvement qui avaient été identifiées et on va reprendre ensemble. J'ajouterai 2-3 éléments supplémentaires pour compléter vraiment la correction. Ok? Donc je rappelle le contexte rapidement. Le texte ici, c'est Supplément au voyage de Bougainville, qui est un conte philosophique de Denis Diderot, rédigé en 1772. Dans le texte, Diderot met en scène 2 personnages sobrement appelés A et B, qui discutent. Il y en a un des deux qui est en train de lire Le voyage de Bougainville. Bougainville étant en quelque sorte l'explorateur français qui a mis le premier pied sur l'île de Tahiti et qui l'a colonisé au nom de la France. Ce Bougainville a rédigé un journal, un récit de voyage qui fait le rapport de son expédition, de ce qu'il a découvert, de ce qu'il a rencontré, etc., etc. Et donc Diderot imagine que ces 2 personnages discutent du contenu. Ça va lui permettre de développer toute une réflexion assez proche de celle qu'a pu avoir Montaigne sur la façon dont les Européens traitent les peuples qui ne sont pas occidentaux, la façon dont fonctionne la religion chrétienne, etc., etc., en confrontant le point de vue des Tahitiens avec la culture occidentale. Le texte que vous avez se trouve plutôt au début, c'est la première prise de parole d'un vieillard qui s'est retiré dans sa hutte lorsque les Européens ont débarqué sur l'île pour la première fois, dans un mutisme absolu. Au moment du départ des Européens, les Tahitiens sont dans un état de tristesse infinie, ça les rend très très tristes de voir partir ceux qu'ils considèrent désormais comme des amis, et le vieillard sort de sa hutte et de sa réserve en même temps, pour adresser un discours à la fois à son peuple et aux explorateurs européens, pour expliquer aux Tahitiens qu'ils ne devraient pas être tristes de voir partir les Français parce qu'en réalité ce ne sont pas des invités mais des envahisseurs, et d'un autre côté pour expliquer aux Européens qu'ils ne sont pas des bénéfacteurs, des bienfaiteurs, mais bien des ennemis. L'extrait particulièrement que vous avez, c'est donc cette deuxième partie, c'est le moment où le vieillard s'adresse aux Européens, s'adresse particulièrement à Bougainville, pour lui démontrer que son attitude n'est absolument pas celle qu'il prétend avoir et qu'il n'est absolument pas le héros qu'il feint d'être. L'idée générale, vous aviez donc la problématique du texte qui était mise tout en haut, mais je la répète, l'idée générale c'est donc que le vieillard va prouver que la civilisation proposée par Bougainville n'est pas un progrès enviable pour les Tahitiens. D'accord ? La première partie du texte, c'est ces 3 premières lignes que vous avez à l'écran. Dans cette argumentation, le vieillard va commencer à s'adresser à Bougainville et lui dire qu'il faut qu'il parte parce que lui et les siens, donc Bougainville et les Français, sont en réalité nuisibles. Alors vous avez vu comment fonctionnait le texte, hein. Vous avez en fait des codages, là vous avez du surlignage, là vous avez du soulignage, et là vous avez du gras, d'accord ? Tout ce qui appartient au même codage va ensemble, appartient à une même réflexion. Et donc ce qu'on va faire, je vais vous lire le petit extrait qui est là, les 3 lignes, et on va commenter ensemble, petit à petit, les différents codages. Puis s'adressant à Bougainville, il ajouta « Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive. Nous sommes innocents, nous sommes heureux, et tu ne peux que nuire à notre bonheur. » Donc c'est l'entrée en matière du discours, hein. Je rappelle, hein, le puits qui est ici tient à ce que, en réalité, il vient de finir de s'adresser aux Tahitiens, donc il passe à la deuxième étape de son discours. Et ce discours fonctionne, on le voit, au direct. C'est du discours direct, on a bien des guillemets, qui va lui permettre de marquer une opposition forte entre celui qui parle, donc le Tahitien, et celui qui écoute, en l'occurrence, l'Européen, le Français, qui est Bougainville. C'est ce que l'on voit avec l'utilisation des pronoms personnels que vous aviez en gras dans le texte, puisqu'on va avoir une opposition forte entre toi, ton, tu, qui va désigner distinctement Bougainville, et en face un groupe, une union, hein, qui est notre, nous, notre, marquant ainsi une opposition extrêmement forte, une séparation extrêmement forte entre les 2 parties du discours, entre les 2 parties, les 2 participants du discours. D'accord ?
Cette opposition, elle va se concrétiser avec ce qu'on va trouver dans les passages en jaune, puisqu'on a d'abord le chef des brigands, qui désigne distinctement Bougainville. C'est une périphrase, il ne le nomme pas, il utilise la périphrase chef des brigands, qui est une périphrase négative évidemment, puisque autant Bougainville était effectivement chef, autant les Français sont ici désignés comme des brigands, c'est-à-dire des voleurs, des malfaiteurs, d'accord ? Et l'idée, c'est que ces malfaiteurs ne peuvent que nuire, ce que vous avez là, c'est-à-dire apporter du malheur. Donc il y a une opposition forte avec l'opposition seconde et première personne qui est due au fait que les Français sont mauvais pour les Tahitiens. Ça se voit notamment parce que, et c'est ce que vous avez en souligné, innocent, heureux et bonheur, qui vont permettre de définir les Tahitiens. Vous avez ici deux attributs du sujet qui viennent tous les deux compléter nous. Ces deux attributs du sujet qui viennent compléter les Tahitiens sont mélioratifs, positifs, d'accord ? Et évidemment, ils sont associés à l'idée de bonheur avec le nôtre. Donc d'un côté, on a des Européens dangereux, et de l'autre, on a des Tahitiens heureux. Ce qui nous permet d'arriver à la deuxième partie du texte, le deuxième mouvement, à savoir, qui est ciblé sur l'idée, que l'instinct naturel ne connaît pas la propriété, même en matière de femmes, ce qui garantit la paix. Alors, je vous relis le passage et ensuite on le commente. Nous suivons le pur instinct de la nature, et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. Ici, tout est à tous, et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes, tu as partagé ce privilège avec nous, et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. Elles sont devenues folles dans tes bras, tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr, vous vous êtes égorgés pour elles, et elles nous sont revenues teintes de votre sang. Alors on va commencer par commenter ce qui est en italique, pur instinct de la nature ici, parce que c'est simplement le début, et puis parce que ça rejoint un petit peu ce que disait Montaigne. Ici on a cette idée de nature, pur instinct de la nature, qui est pur, c'est-à-dire qui n'a pas été souillé, d'accord, et qui donne aux Tahitiens, symbolisé ici par le nous, un instinct, c'est-à-dire un comportement naturel qui n'est pas façonné par la civilisation, de la même façon qu'un animal agit selon l'instinct. Et donc l'idée, c'est que les Tahitiens sont les dépositaires d'un instinct naturel, donc du comportement qui leur a été donné par la nature elle-même, et cet instinct est pur, c'est-à-dire non souillé par la civilisation. D'accord ? Et ce pur instinct de la nature constitue le caractère, d'accord, donc la caractéristique de leurs âmes. Et le mot âme est intéressant puisque ça nous ancre dans quelque chose qui a trait au divin, d'accord. L'âme est normalement ce que Dieu a donné en cadeau à l'homme, assurant ainsi sa supériorité aux animaux. Et ce pur instinct de la nature, en fait, ça divinise un petit peu la nature qui a créé en être parfait les Tahitiens, à qui elle a donné un instinct absolument pur. Donc ça place les Tahitiens comme étant des êtres divins, en quelque sorte, qui n'ont pas encore été souillés, corrompus par la société. D'accord ? Et cette définition, elle va être complétée par ce qui est en jaune, tout est à tous, qui définit ce caractère. On a une vérité générale, avec ici un présent de vérité générale, et une forme d'allitération, tout est à tous. Vous entendez les 4 T qui viennent marteler cette vérité générale. C'est quelque chose qui est présenté comme absolu, d'accord ? Et ce tout est à tous est confirmé, renforcé par la distinction du tien et du mien, qui serait du point de vue des Européens, et l'idée c'est que les Européens enseignent la distinction du tien et du mien, on retrouve notre seconde et notre première personne, mais le sous-entendu c'est donc que chez les Tahitiens il n'y en a aucune de distinction. Il n'y a pas de distinction du tien et du mien chez les Tahitiens. Le caractère des âmes qui se confirme dans le tout est à tous, c'est que le tien et le mien se confondent, il n'y a pas de sens de propriété, ce que va expliciter le mot commune qui est ici. D'accord ? On a une société communautaire sans notion de propriété.
D'accord? Et c'est ce caractère, ce communautarisme en quelque sorte, que les Européens vont transformer par leur présence. C'est ce qu'on va trouver avec les passages en gras. Tu as tenté d'effacer son caractère, donc ce caractère c'est le communautarisme. Et donc on va trouver tenter d'effacer, on va trouver prêcher, on va trouver allumer, qui sont des actions effectuées par les Européens dans le but d'imposer leurs coutumes, c'est-à-dire pour le coup la propriété, d'accord, en supprimant, en transformant le caractère des Tahitiens. Effacer, ça vise à supprimer ce caractère, prêcher vise à imposer le caractère européen, et allumer correspond à l'idée de faire brûler, en quelque sorte, de détruire par le feu le comportement traditionnel. D'accord. Et cette tradition évolue évidemment, puisque c'est ce qu'on voit avec Devenu, qui met en place le changement chez les Tahitiens, le commencement qui marque le début du basculement dans le comportement européen, et le revenu qui ici est sur la même idée. Elles reviennent les femmes reviennent porteuses de cette nouvelle tradition qui est l'idée de propriété même. D'accord. Et évidemment, ce changement ne se fait pas sans heurts, et c'est ce qu'on va trouver dans tout ce qui est souligné. On va trouver fureur, on va trouver féroce, on va trouver folle. D'accord. Alors fureur et folle sont presque synonymes en termes d'étymologie. La fureur, c'est une folie violente. La folie tourne sur la même idée. Féroce, c'est un retour beaucoup plus à l'animalité. Le mot féroce vient du latin ferus, qui veut dire sauvage. D'accord. Et l'idée, c'est que, en quelque sorte, le changement de caractère leur a fait perdre la pureté qui était celle de la nature et les a rendues différentes. Elles sont devenues des animaux folles, féroces et fureurs, d'accord. Elles sont devenues des animaux en contact de la civilisation. Ce qui est intéressant, parce que déjà, ça montre que l'apport de la propriété, au lieu de civiliser les Tahitiens, les animalise en réalité, et les animalise au point que tout cela devient extrêmement violent. On a haïr, d'accord, qui, quand on parle de filles et de femmes, aux yeux des Tahitiens, est presque un non-sens, puisqu'ils ont une vision de l'amour qui est que les femmes et les hommes sont mariés à partir du moment où ils acceptent d'habiter ensemble sous le même toit tant que ça leur plaît. Et l'idée, c'est que à tout moment, si ça cesse de leur plaire, ils peuvent se séparer. Donc il n'y a pas de sacrement du mariage comme dans la société occidentale de Bougainville. Et donc l'idée, c'est que ça leur permet d'entretenir une forme d'amour éternel, etc., où tout le monde se partage les couples, se partage les femmes dans une recherche de l'amour perpétuel. Ici, c'est la découverte de la haine, qui est un sentiment extrêmement fort, ce qui va nous amener évidemment à égorger, d'accord, qui est un terme de guerre, vraiment de meurtre ici, de violence meurtrière, et teinte de votre sang, qui convoque les images très traditionnelles dans la littérature de la femme devenue folle et qui revient couverte du sang de son mari, de ses enfants, etc. Donc une espèce d'absolue violence pour la femme, parce que les Européens ont amené la folie liée à la propriété. Ce qui fait que le vieillard va reprocher aux Européens d'avoir voulu leur apporter la propriété. Le deuxième élément qu'il va leur reprocher, c'est ce qu'on trouve dans le passage suivant, l'idée que les Européens ont voulu devenir le maître des Tahitiens et infliger aux Tahitiens ce que eux-mêmes, en tant qu'Européens, n'auraient jamais voulu supporter. Et donc je vous lis le texte et on commente ça. Nous sommes libres. Et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n'es ni un dieu, ni un démon. Qui es-tu donc pour faire des esclaves? Oru, toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me l'as dit à moi-même, ce qu'ils ont écrit sur cette lame de métal. Ce pays est à nous. Ce pays est à toi. Et pourquoi? Parce que tu y as mis le pied? Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes et qu'il grava sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres, ce pays est aux habitants de Tahiti. Qu'en penserais-tu? Tu es le plus fort. Et qu'est-ce que cela fait? Lorsqu'on t'a enlevé une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, tu t'es récrié, tu t'es vengé, et dans le même instant, tu as projeté au fond de ton cœur le vol de toute une contrée.
Alors, je reprends là aussi dans l'ordre. Donc on va commencer par ce qui est en jaune, hein. Donc première chose, le vieillard va, comment dire, va rappeler un petit peu les faits auxquels ils sont confrontés. D'accord ? La première chose qu'il rappelle, c'est que les Européens ont enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Alors, je réexplique vite fait, hein. En fait, lorsque les bateaux accostaient sur un nouveau territoire, les bateaux européens, hein, évidemment, dans une mission de colonisation, il était de coutume d'enterrer sur la plage, dans la terre, une bouteille avec les noms de tous les membres de l'équipage, qui permettait ainsi de revendiquer le territoire et de, de lier le nom des explorateurs à cette terre, ce qui faisait de cette terre la leur, de facto. D'accord ? Et donc ça, c'est un rappel de ce qu'ont fait les Européens. Ils ont effectivement enfoui dans la terre une bouteille, sauf que cette bouteille, elle n'est pas désignée sous le nom de simplement bouteille, mais à nouveau par une espèce de périphrase, le titre de notre futur esclavage. Alors, ici, hein, c'est très clair, cette bouteille n'est pas simplement un acte de propriété, c'est un acte qui réduit en esclavage, dans le temps à venir, l'intégralité du peuple tahitien. D'accord ? C'est pour ça qu'on peut parler de titre ici, hein, c'est-à-dire d'acte de propriété. Ce qu'on retrouve dans la suite, hein, ce pays est à nous, d'accord ? L'acte d'enfouir cette bouteille, c'est un acte de propriété qui se trouve également dans une lame de métal qui, elle, est glissée dans la bouteille. D'accord ? Et en fait, cet acte de propriété n'est pas un acte de propriété légitime, puisque, comme il le dit à la fin, il s'agit en réalité du vol de toute une contrée. D'accord ? Et effectivement, ici, le terme vol est amplifié par cet aspect-là, toute une contrée, où on a non seulement le mot contrée qui désigne ici un pays, mais en plus l'amplification liée à l'utilisation de toute, qui vient vraiment rendre ce vol comme étant quelque chose d'absolu, d'immense, de démesuré. Il ne s'agit pas de voler simplement un petit objet, mais de bien voler un pays tout entier. Ce qui fait que l'acte de propriété dont se targuent les Européens est en fait illégitime, puisqu'il s'agit simplement d'un vol. D'accord ? Et en fait, cet acte de propriété est donc une ineptie. Il ne devrait pas exister, d'accord ? Simplement parce qu'il est illégitime. D'accord ? On va trouver du coup une attaque directement contre les Français. Tu n'es ni un dieu ni un démon. Ces hommes-là, une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, donc tout ce qui est en gras, où on va trouver d'abord le rappel que les Européens n'ont pas à prendre propriété d'une terre, parce qu'ils ne sont ni un dieu ni un démon, ce qui veut dire, avec le parallélisme, hein, ni dieu ni démon autour de la virgule, ce qui veut dire qu'on en fait de simples mortels, donc les égaux des Tahitiens, ils n'appartiennent pas à un niveau, à un plan supérieur de l'existence universelle qui leur permettrait de dire « nous sommes supérieurs aux Tahitiens, donc ça c'est à nous », comme on pourrait le faire sur un animal ou sur un insecte. Ils sont au même niveau, donc on nie leur supériorité supposée. Ce qu'on va retrouver avec ces hommes-là, qui est extrêmement négatif. Vous avez le C ici, qui est ce qu'on appelle un déictique, c'est-à-dire il permet de désigner, d'accord, de montrer. Un déictique, ça sert à ça, ça sert à montrer quelque chose, d'accord ? C'est un dé, hein, on dirait pas là, c'est assez moche, mais c'est un dé. Le déictique, il sert à désigner, donc on montre là les Français, mais on ne les désigne pas de manière précise, ce sont ces hommes-là, comme si on les rejetait au loin, comme si on les mettait à distance. Donc là, il y a une mise à distance des Français, hein, chargés de mépris, et on va se moquer par-dessus de leur supposée richesse, une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli. Le mot bagatelle ici est à nouveau
une périphrase, hein. On a une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, c'est une périphrase qui désigne l'intégralité des chargements, des marchandises, des richesses qui sont dans le bateau sur lequel est arrivé Bougainville et qui est censé montrer la puissance des Européens aux Tahitiens. Et ici, l'idée, elle est bien que ces richesses n'ont aucune valeur. Ce sont non seulement des bagatelles, à prendre au sens de objets sans importance, mais en plus elles sont méprisables, d'accord ? C'est-à-dire qu'elles n'ont aucune valeur. Et donc l'idée de tous ces passages en gras, c'est que le vieillard va décrédibiliser, va faire tomber de leur piédestal les Européens, les Français particulièrement, en rappelant qu'ils ne sont que des humains et pas des monstres, pas des dieux, pas des démons, en les mettant à distance avec le déictique, et en se moquant des richesses dont ils se targuent et dont ils prétendent être les possesseurs. Enfin, on va trouver le passage en italique qui vient compléter justement ce rejet de la puissance européenne. Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes et qu'il grava sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres, ce pays est aux habitants de Tahiti, qu'en penserais-tu ? Alors on a ici une hypothèse évidemment introduite par Si, d'accord, qui est là pour illustrer un raisonnement. L'hypothèse vise à inverser les rôles. Si un jour un Tahitien venait prendre possession de la France, d'accord, donc on fait une espèce de raisonnement par l'absurde ici, et l'idée c'est de montrer que les Français n'accepteraient pas qu'un Tahitien vienne prendre possession de la France simplement parce qu'il a débarqué un jour sur vos côtes. D'accord ? Donc cette hypothèse, c'est une forme d'hypothèse par l'absurde, pour dire voilà, mets-toi à notre place, parce qu'évidemment, cela n'arrivera pas, et le vieillard en a bien conscience, hein. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une argumentation par l'absurde, mais cette argumentation par l'absurde qui vise à faire prendre conscience aux Européens en inversant les rôles de ce qu'ils font eux-mêmes, est complétée par un fait avéré, qui est l'autre passage en italique. Lorsqu'on t'a enlevé une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, tu t'es récrié, tu t'es vengé. D'accord ? Donc là, on renvoie à un fait passé, hein, puisqu'on est ici au passé composé, un fait passé qui a une importance encore aujourd'hui au moment où parle le vieillard, puisque le passé composé a cette valeur d'une action passée dont l'effet se fait encore ressentir dans le présent, qui fait référence simplement au moment où dans le bâtiment, c'est-à-dire dans le bateau des Français, un objet a été volé et a amené à la colère des Français, hein, tu t'es récrié et tu t'es vengé. Et donc, cet argument-là se fait passer, qui montre bien aux Français que se faire voler une méprisable bagatelle, on revient sur l'infinie petitesse de cet objet, hein, se faire voler un infiniment anodin objet a provoqué de la vengeance et des cris. Donc on sait qu'ils se sont comportés comme ça. Si on bascule sur la première partie de l'hypothèse et qu'on dit « maintenant imagine que je te vole ton pays », comment réagiraient les Français ? Si déjà ils ont réagi avec violence après s'être fait voler un simple petit objet, quelle serait leur réaction si on allait jusqu'à leur voler leur pays ? Et dans le même instant, ils vont projeter dans leur cœur le vol de toute une contrée. Il y a donc ici la mise en avant par les Tahitiens, par le vieillard, de l'incohérence absolue des Français. D'accord ? Et cette incohérence, elle va se renforcer avec le passage suivant, qui vise à montrer que les Tahitiens et les Français sont en réalité égaux, ce qui supprime encore aux Français l'autorisation de prendre possession de la terre. Je vous lis le passage. « Tu n'es pas esclave. Tu souffrirais plutôt la mort que de l'être, et tu veux nous asservir. Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir ? Celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, le Tahitien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature. Quel droit as-tu sur lui qu'il n'est pas sur toi ? » Alors, je reprends ça vite fait, hein. On parlait d'incohérence, et bien première mise en scène de l'incohérence, ici, tu n'es pas esclave, et tu veux nous asservir. D'accord ? Asservir, hein, qui veut donc dire réduire en esclavage, c'est construit sur la racine servus en latin, qui veut dire esclave, d'accord ? Et donc il y a une incohérence ici, mise en avant par le « et », qui apprendra « et pourtant », d'accord ? C'est quelqu'un qui n'est pas esclave, qui refuserait d'être esclave, et pourtant, il veut faire des esclaves lui-même. D'accord ? La similitude entre les deux, on va ensuite se mettre en scène avec ce qui est en gras. Tu souffrirais la mort plutôt que de l'être.
Alors tu souffrirais plutôt la mort que de l'être. Donc souffrir ici à prendre au sens de supporter, d'accepter. Le vieillard est en train de dire que le Français préférerait mourir plutôt qu'être esclave, et de la même façon, le Tahitien, lui, est prêt à défendre sa liberté et mourir, ce qui veut dire strictement la même chose. Les deux peuples placent la liberté, l'affranchissement, au-dessus de la vie. Ils préfèrent mourir plutôt que de vivre en esclave. D'accord ? Et c'est ce qui fait que les deux peuples sont en réalité des frères, deux enfants de la nature. Donc ils sont frères parce qu'ils ont la même mère, la nature. D'accord ? Ce qui va renforcer encore l'incohérence de Bougainville, qui souhaite réduire en esclavage, non pas simplement un peuple étranger maintenant, mais carrément son frère. Et s'il est frère, quel droit as-tu sur lui qu'il n'est pas sur toi ? S'il est frère, il y a une idée de réciprocité, qui est qu'en réalité, si le français veut réduire en esclavage le tahitien, alors le tahitien peut tout aussi bien réduire le français en esclavage. Ils sont tous les deux enfants de la nature, ils sont donc tous les deux égaux, et le français n'a aucun droit sur le tahitien. Et donc ce passage est très court, hein, et pourtant il est chargé de messages, d'informations. D'abord l'idée qu'il est totalement incohérent de la part du français de vouloir réduire en esclavage quelqu'un qui est similaire à lui, et de vouloir imposer l'esclavage alors qu'on ne supporterait pas soi-même la notion d'esclavage si on y était confronté. Et par ailleurs, l'idée qu'il n'a aucun droit d'agir de la sorte, puisque la personne sur qui se reporte cette action est en réalité son frère, quelqu'un qui est son égal absolu. Ce qui fait qu'en fait, le français se comporte comme une brute, temparée comme de la brute, d'accord ? L'idée, ici, elle est double. D'abord, on a temparé, ce qui est vraiment l'idée de vol, hein, de rapt, de quelque chose que l'on va saisir et arracher, et l'idée de brute, okay, qui est quelqu'un qui n'est pas civilisé, qui est pour le coup proche du barbare. Et donc l'idée, c'est que l'Européen, en voulant imposer ce qu'il considère comme étant le progrès de la civilisation, se comporte en réalité comme le barbare. D'accord ? Et on va poursuivre avec les lignes suivantes, sur lesquelles cette incohérence des Français va être mise en scène, à nouveau, en posant la question, est-ce que peut-être il y aurait une légitimité sur le fait que les Tahitiens se seraient mal comportés avec les Français? Et donc c'est la question que va poser le vieillard par la suite. Tu es venu, nous sommes-nous jetés sur ta personne? Avons-nous pillé ton vaisseau? T'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis? T'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux? Nous avons respecté notre image en toi. Donc là, c'est un très court passage, hein, mais qui est intéressant parce qu'en réalité, il fonctionne sur 4 phrases interrogatives. Donc ce sont les points d'interrogation qui sont surlignés en jaune, qui sont 4 questions rhétoriques. D'accord ? Ce sont des questions avec inversion du sujet, et qui vont demander « Nous sommes-nous jetés sur ta personne ?» La réponse est non. « Avons-nous pillé ton vaisseau ?» La réponse est non. « T'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis ?» La réponse est non. « T'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux ?» La réponse est non. Et tout le monde connaît les réponses à ces questions. Bougainville les connaît, tout comme les Tahitiens les connaissent. Ce sont donc bien des questions rhétoriques. D'accord ? 4 questions rhétoriques à laquelle la réponse sous-entendue, la réponse implicite, sont bien des réponses négatives. Et ces négations, elles portent sur quoi ? Elles portent sur ce qui est souligné, qui sont une énumération des mauvais traitements. Jeter sur ta personne aurait supposé une agressivité de la part des Tahitiens qui auraient réagi en attaquant les Européens à leur arrivée. Piller ton vaisseau, c'est pour le coup le vol, le pillage, etc. Donc l'appropriation de la propriété des Français. T'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis reviendrait à en faire des esclaves pour la guerre, les capturer et les forcer à se battre contre les ennemis des Tahitiens. T'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux? C'est cette fois-ci de l'esclavage pour agricole, hein, où on va faire travailler les Européens comme les animaux, hein, ce que font en réalité les Européens quand ils colonisent un pays, pour le coup. Et donc ces 4 mauvais traitements, hein,
qui sont en réalité les comportements des Européens quand ils débarquent quelque part, puisqu'en réalité c'est ce que font les colons, hein. Oui, ils attaquent les habitants, oui, ils pillent les richesses du territoire, oui, ils forcent les indigènes à se battre à leur côté, oui, ils réduisent les indigènes en esclavage pour cultiver les champs, donc tout ça peut être reproché aux Européens, mais les questions rhétoriques ici montrent que les indigènes, eux, les Tahitiens, sont totalement innocents de ce comportement-là, ce qui va à nouveau nous amener à une opposition entre nous et toi, d'accord, mettant ici en porte-à-faux le personnage de Bougainville, d'accord. Donc les 4 questions rhétoriques visent à montrer que les comportements des Français sont totalement injustes, puisque les Tahitiens n'ont rien fait pour le mériter. Et évidemment, la raison pour laquelle ils n'ont rien fait pour le mériter, c'est que les Tahitiens, eux, ont respecté leur image en Bougainville. D'accord ? Donc là, c'est une espèce de fusion du nous et du toi qui était opposé jusqu'à présent. Nous avons respecté notre image en toi, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu en Bougainville leur reflet, leur frère, et donc c'est la reprise de l'image de la réciprocité et de la fraternité qu'on trouvait juste au-dessus. L'idée, elle est bien là, c'est que, encore une fois, il n'y a aucune légitimité dans le comportement des Européens, puisque, en réalité, les Tahitiens n'ont rien fait qui justifie la violence ou la prise de possession de la part des Français. Et on finit avec la toute dernière phrase. « Laisse-nous nos mœurs, elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. » Où le vieillard conclut avec l'idée que, en réalité, les coutumes, les traditions tahitiennes sont plus sages, plus valables que les traditions européennes. On retrouve la demande de départ, laisse-nous, d'accord, laisse-nous nos mœurs, la volonté de vivre selon ses habitudes, d'accord, et on va trouver la comparaison des 2 coutumes. Elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Donc plus sages et plus honnêtes sont 2 comparatifs de supériorité, et ces 2 comparatifs de supériorité viennent combattre simplement, oh là là, on va éviter ça, hein, tac, j'efface, voilà, hop, ça m'évitera des commentaires, hop, oui, je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux, je vais plutôt l'expliquer comme ça. Ces 2 comparatifs de supériorité viennent combattre un seul qui est les tiennes, d'accord, mais donnant encore d'autant plus de force aux coutumes tahitiennes. Et il termine avec une dernière proposition. Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. On va trouver ici le mot troquer, qui est une notion d'échange à valeur équivalente, qui est le vocabulaire qu'on associe généralement justement aux indigènes, hein, aux barbares qui ne connaissent pas la valeur de l'argent parce qu'ils ne sont pas civilisés et qui vont échanger des biens matériels, naturels entre eux. D'accord ? Mais ici, en réalité, l'utilisation du terme est ironique puisque le vieillard refuse ce troc, simplement parce qu'il a bien conscience de se faire avoir, hein. Il s'agirait de troquer l'ignorance contre les lumières, et évidemment, l'ignorance ici, après tout ce discours, on a bien montré que ce n'en était pas. Ce que tu appelles notre ignorance, le sous-entendu, c'est que justement, les Tahitiens ne sont pas ignorants, et qu'il a bien conscience, le vieillard, de ne pas être ignorant, et le troc se ferait contre des lumières. Alors ça, évidemment, c'est une référence au siècle des Lumières, l'idée que les Européens sont là pour sortir les peuples indigènes de l'obscurité et de l'obscurantisme, en leur apportant le progrès, en leur apportant la civilisation, en leur apportant Dieu, etc., etc. Mais ces lumières sont ici jugées comme inutiles, d'accord. C'est négation totale de la supériorité intellectuelle philosophique européenne, d'accord. Négation totale également de la supériorité technique et du progrès européen, auquel il va préférer une ignorance qui en réalité est une sagesse naturelle bien plus poussée.
D'accord? Et donc au terme de ce texte, le vieillard a prouvé que la civilisation proposée par Bougainville n'est pas un progrès enviable, et que imposer ce progrès, en plus, serait incohérent et proche de la barbarie. D'accord? On replace ça maintenant dans le contexte. De la part de Diderot, c'est une prise de position qui vise à faire réfléchir les Européens sur la valeur même de leur civilisation, de leur comportement, etc., etc. D'accord? On est en 1772, hein, donc on est en toute fin du régime absolu, du régime de monarchie absolue. On est 17 ans avant la Révolution française. Hein. Il faut bien imaginer qu'un texte comme ça, qui va en quelque sorte remettre en cause ce qu'on a toujours présenté comme étant une chance, c'est-à-dire d'être européen, d'être français, de participer à ce progrès, à cette révolution technique, technologique, etc. Bah, en réalité, Diderot, il remet ça un petit peu en cause, y compris pour les habitants de la France eux-mêmes, et il est en train de dessiner une espèce de société utopique vers laquelle il faudrait tendre, d'accord, euh, et, euh, et peut-être vers laquelle la France devrait évoluer en délaissant des traditions présentées comme millénaires mais complètement fausses et revenir vers une loi peut-être plus naturelle et donc plus fondamentale. Voilà. Donc le texte, il est à peu près sur cette idée-là, et on voit bien comment il peut se rapprocher sans difficulté des cannibales et des coches. Hein. On tourne sur la même idée, qui est celle, évidemment, que la civilisation française, européenne, n'est pas aussi exceptionnelle, aussi parangon, n'est pas autant un parangon de force, de valeur, de moralité, de civilisation, et que les civilisations indigènes sont tout autant valables, voire meilleures, toujours sur la même idée qu'avait déjà développé Montaigne, qui se rapproche de celle du bon sauvage, à savoir que le sauvage, parce qu'il est proche de la nature, eh ben, en réalité est pur, alors que l'européen, parce qu'il est civilisé, socialisé, lié à l'idée de propriété, est un barbare.